Bien, on va espérer que le diable qui est dans le téléphone l'ait quitté. Cette fois-ci, nous avons notre invité, Domingos Simoes Pereira, ancien Premier ministre bissau-guinéen. Rebonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour encore une fois, oui. Bien, allez-y Jacques pour votre question. La question que je posais, c'est bien sûr comment vous vivez votre échec à la dernière présidentielle et comment surtout vous vivez loin de votre pays en n'étant pas actif politiquement en Guinée-Bissau. Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je venais de dire. J'ai apporté une correction. Je suis rentré au pays depuis déjà à peu près un an et quelques. Je viens d'arriver à l'extérieur, ça fait 2 semaines. Et donc, contrairement à ce que vous venez de dire, je suis actif politiquement dans le pays. J'ai vécu toute cette période là-bas. Et bon, on est actif. Le PAIGC est sur la scène politique. Je pense que vous avez accompagné les difficultés qu'on fait face pour la convocation de notre élection, notre congrès interne. Bon, ça qui fait l'actualité politique aujourd'hui. Mais donc, nous sommes actifs. Ouais. Bien. Alors, peut-être cette question, vous êtes actif, c'est quand même votre formation politique est la plus ancienne dans le paysage politique de la Guinée-Bissau depuis l'indépendance du pays. Mais comment se fait-il? Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2020, vous puissiez être battu par l'actuel président Umaru Sissoco Embalo. Vous n'avez d'ailleurs pas reconnu ces élections. Que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'on a été battu? Justement, c'est la question que nous posons. Que s'est-il passé? Exactement. Vous savez, en Afrique, le plus important, c'est d'ouvrir pour que les institutions puissent travailler, pour qu'ils puissent prendre des décisions conformément à la loi et à la Constitution. Ce n'était pas le cas en Guinée-Bissau. La décision de l'inauguration du président Umaru s'était prise pendant un moment que la Cour suprême était en train de réviser le procès. Mais je dois vous rappeler, comme vous venez de dire, je suis le président du PAIGC, c'est le parti d'Amilcar Cabral, en tant que parti historique qui a fait la lutte de libération nationale. Il porte un héritage fait de gloire. Mais aussi, on reconnaît des situations moins consensuelles et d'autres même qu'on peut considérer répréhensibles. Mais le parti a su promouvoir la transition, accepter l'ouverture démocratique et remettre aux Bissau-Guinéens le droit de choisir leur voie et leur destin. Aujourd'hui, il faut quand même dire que, Madame le disait tout à l'heure, vous n'avez pas reconnu les résultats de la présidentielle. Il y avait, si vous voulez, une sorte de pression de la CEDEAO sur l'actuel président parce que l'institution était allée jusqu'à demander à la Cour suprême de revoir un peu sa décision. Est-ce que vous vous êtes senti quelque peu lâché par la CEDEAO et notamment par Conakry, puisqu'on vous soupçonnait aussi d'être le candidat de Conakry? Vous savez, les relations qui existent entre nos pays, nos deux peuples sont historiques, qui sont d'une telle fraternité qu'il y a certains endroits qui ont des difficultés à l'accepter. Mais vous savez, tout ce que nous sommes en train de passer dans la sous-région est le résultat d'une organisation qui s'est mise à servir les présidents, les chefs d'État, au lieu de servir les peuples. Regardez, n'étant pas dans la mesure d'accepter la façon comme la CENI a annoncé les résultats, on a actionné une dispositif constitutionnel. On n'a pas fait du bagarre dans les rues. On est allé à la Cour suprême. Alors, au même moment que la Cour suprême était en train de réviser tout ce procès, il y a une communiqué de la CEDEAO qui dit reconnaître un des candidats, en dehors de tous les procès. Nous, on a dit que à partir du moment que la Cour suprême s'est tranchée, on a accepté, même si on sait comment les choses se sont passées. Mais on attendait quand même que la même décision de la CEDEAO avait dit que le gouvernement qui était en place était constitutionnel
qui devaient être respectés, ce qui n'était pas le cas. Donc, on doit reconnaître que le problème, c'est au niveau de la CEDEAO, un CEDEAO qui a creusé. Allez-y, Antoine. Oui, mon micro. Oui. Il est activé. Oui, M. Pereira, parlons justement de la CEDEAO. Dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli la présidence annoncée de M. Embalo, qui est le président de la Guinée-Bissau. Est-ce que pour vous, sa gestion à la tête de cette institution a bien commencé? Et que pensez-vous de leurs actions depuis tout ce temps-là sur le continent, dans la sous-région? Bon, je dois vous dire, je sais et je comprends bien que le sentiment est de révolte et frustration contre les propos que normalement vous jugez inadmissibles du président Umaro Sissoco Embalo. Mais je trouve que le vrai problème, et comme je viens de dire, est que la CEDEAO, et je répète, a creusé ses propres fossés et est devenue hors de propos et de crédibilité. Avant même, il faut rappeler que Sissoco Embalo arrive à ce que devait être un poste prestigieux de président en exercice de la CEDEAO. Cette organisation a fait preuve d'hésitation dans ses jugements, a pris des positions contradictoires par rapport à des processus similaires et pas toujours dans le sens de protéger et promouvoir les conceptions de liberté et de transparence. Et donc, l'élection d'Umaro Sissoco Embalo finit donc par être une conséquence naturelle de cette usure et du manque de direction de l'organisation, non pas pour le servir, mais pour répondre à d'autres visions intérêts. Je pense que moi et vous-même, nous sommes tous observés la façon dont un pays, un président, est venu à se disposer de l'organisation pour protéger ses intérêts géostratégiques, positionnant ces jeunes hommes dans l'organisation, dans des endroits stratégiques pour ses propres agendas. Donc, moi, en tant qu'opposant politique, je suis un citoyen bissau-guinéen. Et en cette condition, je devrais me réjouir du choix de mon pays de présider au destin d'une organisation comme la CEDEAO. Le problème est que, d'une part, tout le monde se rend compte que l'intérêt de prendre ces fonctions est lié à la recherche d'une légitimité interne, et pas de vraiment servir l'organisation et en même temps de dissimuler nos incompétences et impréparation. Je ne n'utiliserai pas clairement cette plateforme pour dire mal du président de mon pays, mais je pense que vous êtes en train de constater ce que le Bissau-Guinéen fait face au jour le jour. Mais si on donne, et je dois profiter pour vous dire que je ne pense pas que le meilleur moyen soit ni de suivre le même chemin de confrontation et d'insultes entre les deux pays, ni d'attaque contre l'organisation elle-même. Je crois que le peuple guinéen, comme l'a bien dit, je pense le porte-parole de CNRD, est un pays frère de la Guinée-Bissau, trouver des moyens de préserver ces relations historiques qui nous unissent. Il ne doit pas être remis en question par les déclarations des circonstances. Bien. Domingo Simoes Pereira, ancien Premier ministre bissau-guinéen et opposant. Allez-y, Antoine Kourouma. Oui, Monsieur Domingo, vous parlez de protection d'intérêts personnels. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Est-ce que vous pensez que Embalo, à la tête de la CEDEAO, agit davantage à préserver ses intérêts personnels? S'il y en a, dites-nous quelques-uns. Non, c'est pas de ça que je parle. Je dis que la façon comme il a été élu à la tête de l'organisation répondait à d'autres intérêts, pas nécessairement de servir l'organisation comme telle. Et je pense que vous comprenez très bien de quoi je parle. Non. Est-ce que vous voulez dire que la CEDEAO a aidé à imposer le président Embalo en Guinée-Bissau? Non, c'était convenient. C'était très convenient. Regardez comment la présidence a été choisie. Regardez comment les instances de la propre CEDEAO ont été choisies. Oui, M. Pereira, moi, je n'ai pas bien compris. Vous dites qu'on comprend ce que vous voulez dire. Aidez-nous à mieux comprendre. Ça répondait à quel intérêt? Aux intérêts géostratégiques de certains pays qui sont importants au niveau de la CEDEAO.
Vous savez, à quelque part, je pense qu'on perd de vue qu'au niveau de la sous-région, on a besoin de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation très importante. Mais si la CEDEAO n'est pas basée sur des principes et des valeurs qui protègent des concepts de liberté, de transparence, de l'état de droit et de démocratie, on aurait du mal. Aujourd'hui, nous sommes en train de juger le coup d'État à Conakry, le coup d'État au Mali, au Burkina. Je dois vous dire que moi, en tant que politicien, en tant que citoyen de la sous-région, je ne peux pas applaudir la tenue des coups d'État et des coups de force. Mais les coups d'État, c'est pas, ça ne se résume pas justement à la question de violence faite par les militaires. Ce qu'on a eu le 27 février 2020, c'était un coup d'État. Quand on force la prise de pouvoir sans respecter la loi, c'est un coup d'État. Mais je pense que le plus grave, c'est quand aujourd'hui on entend parler de la création d'une force. Vous parlez justement de ce coup d'État qui s'est opéré chez vous. Vous avez d'ailleurs été inquiété par rapport à cela. On vous a accusé. La justice, à un moment donné, vous étiez interdit de quitter le territoire bissau-guinéen. Dites-nous que s'est-il passé, en plus de vous avoir accusé d'avoir permis de sortir un montant de 5 millions de dollars. Et dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez eues? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces accusations? Que s'est-il réellement passé? Non, il faut vous dire que tout ce qui se réfère à des questions de détournement de fonds ne fait pas partie du procès. Cela a été utilisé à l'extérieur juste pour avoir en quelque sorte la crédibilité des accusations qu'ils voulaient apporter envers moi. Avant que le coup d'État est arrivé en Conakry, je me suis prononcé dans le sens de dire qu'il faut protéger la relation entre nos deux pays. Et la façon comme la Guinée-Bissau était en train de se comporter n'était pas dans le sens du renforcement de ces liens entre des voisins comme la Guinée-Bissau et le Conakry. Mais je veux revenir sur ce que j'étais en train de dire. Je précise que en tant que démocrate et leader d'un grand parti politique, le plus grand parti politique, je n'applaudis pas le coup d'État comme n'importe. Notamment parce que, j'ai dit ça à l'époque, on était en face d'un président de la République élu, le président Alpha Condé. Mais ici, quand on parle de coup d'État, avec une plus grande implication des militaires, j'inclus aussi la prise de fonction forcée qui s'est produite dans mon propre pays et ne permettant pas que le processus électoral soit achevé conformément à la Constitution et la loi. Mais à partir du moment qu'on est là, l'évaluation de la bonté et non dans tel procès doit appartenir au peuple de Guinée-Conakry. Et la CEDEAO doit créer les conditions pour le rétablissement de la paix et de la tranquillité qui permet cette déclaration du peuple. Moi, je trouve que le plus grave, et je viens de le dire, c'est quand on entend dire que désormais, on va éviter de prévenir les coups d'État grâce à une force scientifique. Donc, je dois dire que pour moi, les coups d'État étant un acte normalement violent, n'est pas empêché par des actes de force et de violence, mais par la bonne gouvernance. Et justement, en parlant de cela, vous faites référence déjà à Ambalo qui disait qu'il pense à la création d'une force d'interposition au cas où il y a coup d'État. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche? Non, je ne suis pas d'accord et je pense que c'était dit juste pour être agréable à certains des partenaires, notamment celui qui était notre visiteur au moment de ces paroles. Mais je veux dire que c'est ça qui manque à nos pays. C'est de comprendre qu'on évite ces clashs par la bonne gouvernance, pour donner la parole au peuple. Et je dois résumer ça en disant le suivant. Une organisation comme la CEDEAO doit comprendre que chaque fois qu'on met les gens autour de la table, on gagne tous. Mais si on n'est pas capable de le faire et qu'on force pour d'autres mécanismes, on perd tout. Ayant dit cela,
Bien. Monsieur le Premier ministre, quand les hommes autour de la table on gagne tous, on va retenir ceci pour marquer une petite pause. Restez surtout en ligne. Nous allons vous reprendre dans la troisième partie de l'émission. Bienvenue chez les Grandes Gueules si c'est maintenant que vous nous rejoignez.